débute ce rendez-vous. Nous sommes en direct pour évoquer pendant 45-50 minutes une thématique, le DUERP, un outil de management collaboratif. Alors vaste question, nombreux vont être les intervenants, nos interlocuteurs aujourd'hui pour tenter de répondre et de vous apporter des éléments. Alors pour rappel, l'évaluation des risques professionnels, c'est une démarche réglementaire dès le premier salarié, CDD ou CDI évidemment, mais stagiaire ou alternant également. Tout cela est transcrit dans un document unique d'évaluation des risques professionnels, un document qui recense tous les risques qui peuvent impacter la santé et la sécurité des salariés, et sur l'ensemble d'ailleurs des risques, quels qu'ils soient. Alors ça peut aller du trouble musculo-squelettique aux risques psychosociaux, en passant par le risque routier ou chimique par exemple. Le but de ce rendez-vous, il a été conçu comme tel, c'est de se vouloir interactif. N'hésitez donc pas à intervenir, à poser vos questions. Pour cela, un numéro de téléphone à votre disposition, 06 117 217 63, et puis le chat YouTube sur lequel n'hésitez pas également à intervenir. Nos spécialistes, nos intervenants seront là pour répondre à vos questions. On rentre dans le vif du sujet avec nos invités, on va vous les présenter au fur et à mesure de leur prise de parole. Première question, pourquoi entreprendre l'évaluation des risques professionnels? Et c'est l'objet de la première séquence de ce rendez-vous. Marina Séché, je me retourne vers vous. Vous êtes ingénieur conseil à la CARSAT pour la DRP, la direction des risques professionnels. Peut-être pour commencer, un petit rappel déjà de ce que dit la loi, c'est important, en matière d'évaluation des risques professionnels. Alors effectivement, Vincent, l'évaluation des risques professionnels n'est pas une nouveauté. Elle apparaît dans un texte européen en 1989. Et puis il y a eu 2 temps pour la transposition en droit français, 1991, où là on voit apparaître cette notion d'évaluation des risques et puis les 9 principes généraux de prévention. Et puis en 2001, sous la forme d'un décret qui précise que cette évaluation des risques professionnels, donc obligatoire, doit être transcrite dans un document unique. Alors on peut dire document unique, on peut l'appeler DU, DUER, DUERP, pour document unique d'évaluation des risques professionnels, peu importe. Ça reste une obligation légale. Et puis alors oui, on vient de voir sur le schéma qui vient de s'afficher 2 petits curseurs, un sur 2002 oui. Et puis le deuxième sur 2021 plus récemment. Tout à fait. Alors en 2002, on a eu la parution d'une circulaire qui a donné quelques éléments méthodologiques. Et puis plus récemment, effectivement, la loi du 2 août 2021 qui porte réforme sur la santé au travail et la prévention et qui apporte donc 5 évolutions majeures, on y reviendra tout à l'heure, notamment à travers le décret du 18 mars 2022. Merci Marina pour ce petit point réglementaire. Je vais me retourner vers l'invité qui est à ma gauche, Olivier Brasseur-Legris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, on va en parler dans un instant. On vient d'évoquer l'obligation légale, mais est-ce qu'il y a un intérêt complémentaire, quand on est dirigeant notamment, à réaliser cette démarche? Qu'est-ce que vous en pensez, notamment, je pense à la notion de partage et de culture prévention en entreprise? Oui, merci, bonjour. Peu importe la taille de la structure et la nature du groupe, que ce soit une petite entreprise ou un groupe associatif, on peut l'imaginer de façon très technocratique, très bureaucratique, avec un document purement formel. Et nous, on a essayé de l'imaginer comme un document collaboratif qui base en tout cas l'approche sur le terrain, en approche in vivo, en pensant les salariés, la position des salariés, et comme évidemment un levier à la fois de participation par rapport à sa représentation au travail, mais aussi un levier d'innovation pour identifier toutes les marges qu'on a en termes de marge de productivité, en termes de risques que ça représente et en termes d'impact sur l'organisation du travail au quotidien. Donc c'est un changement aussi radical, c'est qu'on ne part pas d'un document pour en faire quelque chose et essayer de conformer à la réalité, mais on part de la réalité pour en faire un outil de collaboration et d'intégration des salariés. Olivier Brasseur-Legris, en préparant cette émission, vous nous avez expliqué être très attaché à la notion de langage commun, de trouver ce langage qui parle à tous. Oui, dès l'instant qu'on parle de droit, on devient quasiment techno. Donc il faut penser à une grammaire commune qui est liée à la réalité du travail. Et c'est cette approche autour d'un outil commun qui est notamment grâce aux collègues d'AST25, mais d'avoir une méthode commune, un langage commun. Une fois qu'on a le langage, on peut commencer à imaginer. L'imagination est indispensable dans l'approche. On peut commencer à imaginer des leviers qu'on n'avait pas imaginés au départ ou qu'à mon niveau, en tant que dirigeant ou un chef d'entreprise, ne peut pas réellement identifier.
On a eu la vision réglementaire avec Marina Séché, la vision du chef d'entreprise avec Olivier Brasseur-Legris. On a commencé finalement à répondre à la première question, pourquoi entreprendre l'évaluation des risques professionnels. Deuxième étape, eh bien, ça va être la mise en œuvre. Comment on met en place tout cela, comment on fait concrètement? C'est l'objet de la deuxième séquence de ce rendez-vous. Et je vais me retourner vers Valérie Ducret, médecin du travail à la ST25. Bonjour, Bonjour. Dr Ducret. Comment vous intégrez, comment vous intégrez dans cette démarche plutôt? J'ajoute que vous connaissez bien d'ailleurs l'entreprise d'Olivier Brasseur-Legris et Franca Dudou, puisque vous êtes médecin du travail rattaché Voilà. à cette entreprise. Tout à fait, tout à fait. Donc les services de santé au travail ont parmi leurs missions une action au niveau des adhérents, au niveau des entreprises. Et c'est donc dans ce cadre-là que s'intègre tout à fait bien le conseil que l'on peut apporter en termes de prévention des risques professionnels. En tant que médecin du travail, je suis particulièrement attentive dès lors que cette thématique est abordée, que ce soit lors d'entretiens un peu informels avec les employeurs ou avec les salariés, ou alors lors des CE2SST. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, le document unique est un document réglementaire, mais ce serait vraiment dommage de le limiter à juste cet aspect réglementaire. Et je pense que c'est vraiment indispensable d'en faire un outil pour une meilleure prévention des risques. Donc dans l'exemple des Franca, là, il existait un document unique qui avait été fait depuis de nombreuses années, qui avait été fait par un organisme extérieur en fait. Et c'était un document qui répondait parfaitement à la réglementation, qui était bien formalisé, très complexe, etc., bien ficelé, mais qu'on avait un peu mis de côté parce que l'entreprise ne s'en était pas emparée en fait. Et au décours d'un CHSCT, il est apparu aux élus et aux dirigeants qu'il était nécessaire de se repencher attentivement sur la prévention des risques professionnels. Et donc cet outil, le document unique, est apparu comme l'outil utile. Et déjà, il y avait déjà donc une base de travail pour évaluer les risques. Mais alors après, là, il restait la démarche à mettre en place, et c'est ainsi que du coup, j'ai proposé l'intervention d'un IPRP de notre service de pôle prévention, en la personne donc d'Étienne Bichon qui est ici. Eh bien, ça tombe bien. Effectivement, on va lui poser la question directement. Étienne Bichon, bonjour. Bonjour. Expérience, témoignage, suite aux propos de Valérie Ducret, qu'est-ce que vous auriez à rajouter pour illustrer finalement votre intervention? Tout d'abord, oui, effectivement, les entreprises ont toujours un grand besoin de se faire conseiller sur le document unique, donc autant pour la phase d'élaboration ou d'approfondissement. Donc, nous, dans notre service, on a mis en place deux formats possibles. Donc, le premier, qui est finalement le plus simple, ce sont des ateliers DUER, qui sont des réunions d'information quasiment mensuelles, en visio ou en présentiel, en fonction. Voilà. On limite généralement à 10 adhérents en même temps, et l'objectif, c'est de donner la démarche, les points clés pour réussir, et de fournir les premiers outils qu'on a développés, qui s'appellent le pack DUER, donc dans lequel on va retrouver un Excel prêt à l'emploi pour formaliser le document unique, ainsi qu'un certain nombre de fiches et de guides pour justement bien suivre et bien comprendre la démarche. Dans le cas des Franca, effectivement, c'était une démarche plus poussée qu'on attendait, puisque l'objectif était élargi. On voulait aller vraiment transformer ce document unique en véritable outil. Donc là, on a proposé de travailler sur un accompagnement en prévention, avec un objectif de transférer des connaissances et des outils. Et on a commencé donc la démarche en créant un comité de pilotage avec l'entreprise, comité qui se voulait paritaire, et dans lequel, donc on était deux intervenants d'AST25 à accompagner l'entreprise, moi en tant qu'IPRP et ma collègue en tant qu'assistante technique. Et donc on a pu, au cours d'une première réunion de cadrage, de justement présenter le risque professionnel, comment l'évaluer, quels sont les outils disponibles, et puis comment s'organiser dans le temps. Ensuite, on a été sur le terrain avec des binômes qu'on a constitués au sein même du comité de pilotage. Et donc, sur le terrain, on a pu échanger avec les salariés pendant leur activité pour voir un petit peu les risques présents, les problèmes qu'ils rencontraient et aussi le travail réel, à la différence du travail prescrit, où on a un écart qui peut
faire apparaître le risque. Et ensuite, à mesure, avec quelques points étapes réguliers, on a remonté les informations pour intégrer dans le document unique. Et donc la démarche est toujours actuelle. Travail spécifique, évidemment, on le précise, les Francas du Doubs, plus de 50 salariés. On verra là aussi qu'on n'est pas sur la même chose en réalité, on va y revenir. Je me retourne vers vous, Olivier Brasseur-Legris, sur l'importance notamment et la sensibilisation des salariés, mais aussi des instances représentatives du personnel sur le sujet. Oui, comme le dit très bien l'intervenant précédent, on a voulu redessiner la fonction du document unique. Et là, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe qu'elle soit lucrative ou non lucrative, associative ou productive ou en service, la question c'est surtout de penser le management en termes de collaboration avec ses salariés, d'implication des salariés et donc d'appréhension de son niveau de risque et de sa vision de son poste de travail. Vous évoquiez tout à l'heure la question du travail prescrit et du travail réel. Quand je parlais des leviers d'innovation tout à l'heure ou de management, on est véritablement dans la réalisation effective du travail. Et là, si vous avez une démarche un peu top-down, une approche très verticale, où vous faites un document que vous confiez à votre responsable qualité ou à votre responsable des ressources humaines, en se disant de toute façon c'est du juridique, donc c'est son job. Vous vous déconnectez complètement des capacités d'innovation ou d'imagination des postes de travail, ou voire même d'adaptation de la technique. Il est évident que dans les leviers techniques que nous avons, dans les leviers de marge de productivité que nous avons, et quel que soit encore une fois le type de service que vous proposez, ce sont les salariés de terrain qui vont vous le donner. Et ça, l'approche par les risques permet d'éviter d'avoir une approche par la faute et permet d'éviter d'avoir une approche par l'injonction. Et là, vous avez les deux éléments qui sont réunis pour une collaboration et une implication de l'ensemble des salariés. Alors oui, ça passe par les représentants aussi du personnel. Étienne Duchamp, justement, là, quand vous intervenez comme ça en entreprise, vous vous appuyez sur quels documents, sur quels outils sur le terrain? Donc il y a des choses qu'on a formalisées parce qu'on sait qu'ils seront utiles dans la démarche, et puis il y a des choses qui sont à créer avec l'entreprise. Dans ce qui est formalisé, on a un document, une feuille A4 en fait, qu'on appelle la map risque. Et en fait, c'est un format A4 sur lequel on va retrouver les 7 familles de risques. Donc c'est nous qui l'avons un petit peu imaginé comme cela. Et sur ces 7 familles, on va retrouver tous les facteurs de risque qui peuvent être présents sur chacune des situations de travail. Et l'objectif, c'est d'emmener ce document sur le terrain, et ensuite on peut se questionner sur la présence ou non du risque en barrant, en mettant un point d'interrogation. Voilà, ça permet de poser concrètement certains risques. Donc visuellement. Ni plus ni moins que des cartographies avec votre expertise externe. Et ça, Olivier, c'est précieux. Oui, ça paraît très techno de l'extérieur. C'est pour ça que c'est toujours donné à des responsables en chef ou des chefs de projet. En fait, cette vision autour des risques permet d'avoir une photographie préalable. C'est que vous avez un négatif qui vous permet ensuite d'imprimer la couleur que vous souhaitez dans l'entreprise ou dans l'organisation que vous pilotez. Et ça, c'est extrêmement précieux d'avoir le bon négatif. Vous y mettez ensuite l'alchimie nécessaire avec les collègues, avec les opérateurs terrain, et vous avez une restitution qui est déjà un outil de pilotage et un outil de priorisation, parce que le temps est précieux, y compris sur ce plateau, et le temps est précieux pour nous aussi. Et gagner du temps avec des experts métiers et pas un cabinet de conseil qui va vous faire une approche ad hoc en copier-coller, vous avez quelque chose de sur-mesure. En fait, vous avez de la haute couture du document sans passer par la technocratie dont on a l'habitude de parler. Merci pour vos éléments à tous les deux. 13h45, nous sommes en direct, je vous le rappelle. Vous pouvez intervenir, poser vos questions dans le chat du live YouTube que vous suivez, mais également par téléphone, par SMS, c'est plus pratique. 06 117 217 63, 06 117 217 63. On essaiera de reprendre vos questions et de les synthétiser sur la fin de cette émission. On me dit que le docteur Christine Manteau est connectée avec nous pour la DRETS, donc la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Docteur Manteau, peut-être est-ce que vous pouvez nous présenter les missions globales des services prévention santé au travail interentreprise, ce qu'on appelle SPSTI, notamment avec les modifications apportées par la loi du 2 août 2021. Alors en effet, depuis le 31 mars 2022, donc les services de santé au travail ont changé de nom et ils s'appellent dorénavant donc services de prévention et de santé au travail. On les nomme donc les SPST. Donc les missions des SPST sont prévues par le Code du travail et par la loi du 2 août 2021. Leur mission principale, c'est d'éviter toute
toute altération de la santé des travailleurs, donc du fait du travail, et de préserver au cours de la vie professionnelle un état de santé compatible avec le maintien en emploi. Donc pour cela, les SPST conduisent des actions en santé au travail et le but, c'est de préserver la santé physique et mentale des travailleurs, et ceci tout au long du parcours professionnel. Christine Manteau, on parle souvent du médecin du travail qui travaille tout seul. Est-ce que c'est une idée reçue? Alors non, donc en SPST, donc le médecin du travail anime et coordonne une équipe pluridisciplinaire. Il peut s'agir donc de médecins qui sont en reconversion professionnelle. Souvent, ce sont des médecins de soins qui se reconvertissent donc à la santé au travail. On peut également avoir des infirmiers en santé au travail. Ce sont donc des infirmiers qui suivent une formation spécifique en santé au travail. Et on a également donc les intervenants prévention risque professionnel. Donc, on les appelle les IPRP. Donc, ces IPRP peuvent avoir des compétences spécifiques en ergonomie, en risque chimique. Ils peuvent également être psychologues. Et leur place est particulièrement importante pour se compléter aux compétences des médecins et des infirmiers pour venir en aide justement aux entreprises pour bien évaluer les risques professionnels. En effet, donc les SPST normalement établissent donc ce qu'on appelle la fiche d'entreprise. Donc dans la fiche d'entreprise sont renseignés donc les risques professionnels et le SPST peut être force de proposition pour proposer des actions ciblées en fonction des risques professionnels dans le but de diminuer justement ces risques professionnels. Merci Christine Manteau. Vous restez avec nous, on revient à vous dans un instant. Marina, je voudrais qu'on revienne sur le document unique. Comment la loi du 2 août 2021 l'a-t-il impacté? Et je crois qu'on a quelques évolutions à ce sujet. Effectivement. Première évolution, c'est l'élargissement des contributeurs possibles. En particulier le CSE et la CSSCT si elle existe, Commission Santé Sécurité au Travail. Et puis, en deuxième position, le salarié désigné compétent s'il existe dans l'entreprise. On a également la possibilité de solliciter le service de prévention et de santé au travail. On l'a vu aujourd'hui, une belle illustration. Et puis, les branches professionnelles. Il y a une deuxième évolution importante à noter qui va concerner le contenu en fait, du document unique. Alors, le contenu évolue dans le sens plutôt du plan d'action. C'est-à-dire, pour les entreprises de plus de 50 salariés, on va demander un PAPRI-Pacte, programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, assez détaillé. Et puis, pour les entreprises de moins de 50 salariés, une liste des actions de prévention sera adjointe au document unique. Et puis, chose importante, le CSE est consulté maintenant sur le document unique et sur ses évolutions successives. Donc, on en est à deux. Troisième évolution importante, cela concerne la conservation et l'archivage du document unique. Depuis le 31 mars 2022, ce document unique et ses versions successives sont conservés obligatoirement pendant au moins 40 ans. Donc, conservez bien vos documents uniques à partir de maintenant. Et puis, l'archivage, il va être organisé à partir du 1er juillet 2023, une plateforme numérique, un portail numérique pour l'archivage du document unique pour les entreprises de plus de 150 salariés. Et puis, à partir du 1er juillet 2024, donc 1er juillet 2023 pour les plus de 150, 1er juillet 2024 pour les moins de 150, là, il y aura cette ouverture de portail pour l'archivage. Et oui, c'est échelonné. Marina Séché, on se garde le 5e point, peut-être. Vous vouliez compléter sur le 4e? Oui, la mise à disposition, pardon. Eh bien oui, c'est notre 4e point. Oui, la mise à disposition qui est élargie également de ce document unique, puisque au-delà des destinataires habituels, on a les anciens salariés de l'entreprise qui vont pouvoir avoir maintenant accès au document unique pour la période qui les concerne, sur le poste de travail en fait qui les concerne. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, ainsi que l'obligation de fournir ce document unique au service de santé, au service de prévention et de santé au travail. Dimension très collaborative d'ailleurs, dans tout cela. On se garde, je le disais, ce 5e point de côté, on y revient tout de suite Marina. Je voudrais qu'on vous présente dans une vidéo, tournée justement dans votre entreprise Olivier Brasseur-Legris chez les Francas du Doubs, l'illustration de cette démarche en entreprise. Regardez. Voilà, il y a deux manutentions qui sont fortes. Alors, est-ce que le plan de travail est adapté? Est-ce qu'il a la bonne longueur? Le poids des gamelles, c'est pas gênant. Par contre, le poids des assiettes. Les questionnements peuvent être multiples, souvent des questions ouvertes. C'est l'interaction avec les salariés qui nous permet directement d'envisager aussi d'autres pistes.
d'adaptation pour un poste en travailleur en situation de handicap, la qualité aussi de l'interaction entre les différents agents, et puis d'éventuelles sources d'efficacité à rechercher. C'était une bonne idée d'avoir mis à contribution les membres du CSE pour les visites du site. C'est ce qui nous a permis aussi de rencontrer les salariés, de pouvoir échanger, de rassurer aussi les salariés de notre présence. Ils ont pu parler librement, sans contrainte. Lors de ces visites, nous avons pu constater que certains centres étaient dans les préfabriqués. On avait encore des préfabriqués, sans clim, sans volet, sans point d'eau, très mal isolés. Bref, nous espérons multiplier d'autres visites pour permettre à nos salariés de travailler dans de bonnes conditions avec l'aide du document unique. Donc, Éléonore Wadji, je suis trésorière du CSE et je suis aussi à la commission CSSCT. Donc l'intérêt d'aller sur site, c'est tout d'abord d'aller à la rencontre des salariés. Le plus important, c'est de les rassurer en arrivant, parce que c'est vrai que nous, ils avaient un peu peur, ils étaient plutôt sur la réserve au départ. Ils pensaient que c'est plutôt une inspection, en fait, qu'on allait juger leur travail, juger leurs conditions de travail, alors qu'on n'était pas du tout là dans cette optique. C'était plutôt pour être plus à même de voir les conditions de travail, les petits soucis qu'il peut y avoir, qui peuvent être tout simples à réparer, à modifier, mettre de la rubalise sur une marche pour éviter de tomber, de chuter dessus, mettre des volets parce que le soleil tape toute l'après-midi, vraiment tous des films protecteurs sur les vitres pour éviter gagner quelques degrés en chaleur et puis donc c'est vraiment des petits détails que nous on peut constater et qui peuvent être réglés très très rapidement. Et puis d'autres choses qu'on a pu pointer du doigt, qui sont un peu plus compliquées, mais qui se feront après dans le temps. Voilà pour ces images tournées chez les Francadulu. On y reviendra, on aura un deuxième reportage, vous le verrez tout à l'heure. Toujours sur une thématique très proche. Il nous reste à remercier Valérie Ducret. Merci pour votre intervention, docteur. Et merci d'avoir apporté ce que vous avez énoncé tout à l'heure. Va prendre à votre place Nora Issad pour réagir au film qu'on vient de voir. On est en direct, 13h54. On fait les choses vraiment en live, comme on dit. Nora Issad, je vous laisse vous installer. Vous avez votre micro. Vous êtes élue représentante d'ailleurs du personnel et donc des salariés des Francadulu. L'entreprise d'Olivier Brasseur-Legris pour celles et ceux qui nous rejoindraient. Nora Issad, quand vous voyez ces images, quelle est votre réaction? Et ensuite, on parlera de l'organisation interne et du groupe de travail sur le terrain. Comment tout cela, vous le percevez, vous le vivez? Eh bien, tout d'abord, bonjour. Donc, comment je perçois? Pour la rédaction du DURP, il est primordial d'associer les délégués du personnel. Nous sommes, je dirais, à même d'être directement sur le terrain, de par nos différents métiers, de la représentation qu'on peut avoir. Tout simplement parce qu'on connaît très bien les unités de travail que nous allons, je dirais, visiter pour nos salariés, et un maintien du lien social avec nos salariés, une relation de confiance qui a été instaurée. Donc c'est vraiment une visite pour les aider, pour les sécuriser, et non pas une visite de contrôle qui peut se faire par la hiérarchie. Et d'autant plus que c'est un document à destination des salariés et pas uniquement pour les services RH. Et comment ça se passe concrètement? Comment vous mettez tout cela en œuvre? Comment, avec le dirigeant Olivier qui est à côté, comment vous le vivez en tant que représentant du personnel? Très bien, parce qu'il y a eu un travail qui a été mis en place avec AST25 sur la démarche qu'on devait suivre, sur les outils qu'ils ont adaptés à notre fonctionnement. Il y a eu tout un travail avec un comité de pilotage qui s'est mis en place, avec la hiérarchie, avec AST25, avec nous, représentants du personnel. Et rien de mieux que d'aller sur le terrain et de se rendre compte de la réalité. Merci Nora pour cet éclairage. Olivier, vous souhaitez aller 10 secondes pour compléter éventuellement ce que vient de nous dire Nora Issad. Vous partagez cette vision en entreprise, la manière dont vous menez les choses?
Vous le voyez, il y a un effet miroir qui est important. C'est qu'au lieu d'avoir une consultation du personnel à la fin du processus d'actualisation du document, et donc comme une chambre d'enregistrement, on le pense en amont. En amont avec une formation, une sensibilisation, une action terrain et aussi un top management qui va sur le terrain aussi en dernier temps. Et cette boucle-là, c'est une boucle itérative qui permet de faire fonctionner la chose au quotidien. Et pas d'être uniquement dans une approbation à la fin en disant CSE, bon, vous êtes d'accord? Non, Et on est dans on une valide pas, co-construction. Et ça, c'est extrêmement important pour les chefs d'entreprise qui sont là. Moi, je suis dirigeant d'un groupe associatif, donc la responsabilité est déjà collégiale. Mais dans un chef d'entreprise, quand vous êtes patron, quand c'est votre boîte, vous avez toute la responsabilité qui se porte sur vos épaules. Lorsque vous faites participer le CSE, c'est une co-construction et un partage. Alors, la responsabilité reste celle du dirigeant, mais un partage au moins de cette charge mentale-là. Et la charge mentale, je peux vous dire que dans les contextes qu'on a connus avec le Covid, ce n'est pas rien. Bien, eh bien c'était pas rien non plus de parler de cette mise en œuvre, mais on s'en est plutôt bien sorti. Vous en êtes bien sorti. Alors ce que je retiens finalement de cette deuxième partie, le SPST peut aider dans la démarche, avec les outils notamment de la ST, 25 en l'occurrence pour l'illustration du jour. Les missions des SPST se renforcent. On a vu les 4 évolutions dans le DUERP avec Marina Séché, et puis la place primordiale évidemment des représentants et des élus du personnel. Troisième étape qu'on va évoquer à travers ce rendez-vous, eh bien la mise en œuvre de manière pérenne. C'est ce que je vous propose de regarder maintenant. On reste avec vous, Olivier Brasseur-Legris. Plan d'action suite à cette évaluation des risques professionnels, les ajustements éventuels, le suivi en CSE, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Si vous le faites en chambre, ça va être très compliqué de le faire vivre, ce document. Si vous avez une approche qui est in vivo, avec des salariés qui ont construit un langage commun, ce n'est plus uniquement le dirigeant qui le porte, c'est les cadres intermédiaires, les managers, les salariés eux-mêmes qui se sont associés. On a des priorités à définir. Ça permet directement de faire le lien entre le plan de formation, le plan d'investissement et un élément extrêmement important, l'attraction des talents et des métiers. On a des problèmes d'attractivité dans la région, en Bourgogne-Franche-Comté. Tous les secteurs sont impactés par leurs difficultés de recrutement. Si on veut garder nos salariés ou si on veut attirer nos salariés, c'est par les conditions de travail que ça se passera. Et c'est vrai que dans les démarches de l'économie sociale et solidaire, la question de la qualité de vie au travail passe par un outil qui est un outil non pas bureaucratique, mais du coup un outil de terrain, un outil des salariés, qui est le DUERP. Fujisina Nora Issad, oui, sur la suite justement, sur le suivi. Et ben, sur le suivi, c'est vraiment un réel outil de travail qui nous permettra d'évoluer, d'avancer et d'aller, je pense, au mieux pour tous les salariés et l'ensemble de l'association. Étienne Bichon, je reviens vers vous pour la ST25. Sur le plan d'action, peut-être évoquer la formalisation de ce plan d'action. Oui, donc généralement pour le plan d'action, on repart du document unique, donc de l'évaluation du risque, qui va nous faire apparaître des risques plus ou moins importants. Nous, on a un système de cotation avec un code couleur de vert à rouge, mais c'est vrai que prioritairement, on va s'intéresser aux risques les plus importants. Et de là, on va essayer d'imaginer des moyens de prévention. Donc soit grâce aux échanges qu'on a pu avoir sur le terrain et des choses qu'on a pu noter sur les grilles de repérage. Au niveau des franquins, on avait fonctionné comme cela. Aussi, on peut avoir des choses qui existaient déjà au niveau de l'organisation, au niveau de certains sites, qu'on va pouvoir transposer à d'autres et qui vont pouvoir s'adapter, voire avec quelques modifications, on pourra avoir des choses satisfaisantes. Et puis dans le dernier cas, les situations les plus complexes, c'est vrai qu'on a d'autres ressources au sein même du service de santé au travail. Donc, je pense aux ergonomes, aux psychologues du travail, aux assistantes techniques. On a aussi tout ce qui est contrôle mesure d'exposition aux ambiances physiques, aussi tout ce qui est prévention du risque chimique. Donc, on peut faire appel à ces compétences-là de façon ponctuelle pour venir vraiment analyser plus finement et avoir des conseils encore plus précis. Et ça, dans l'objectif d'avoir des cahiers des charges, d'élaborer des cahiers des charges pour ensuite envisager de faire appel à des prestataires externes. Donc voilà, là on insistera beaucoup sur les temps d'essai aussi, bien partager les démarches avec les personnes pour essayer du matériel avant de l'acheter en définitif. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir avant d'agir. Donc vous avez une expertise générique, mais aussi une expertise vraiment pointue sur des risques très spécifiques, du coup.
C'est ça, effectivement. On part du cas général sur les risques et en fonction de si vraiment il y a des besoins précis, on va faire appel à d'autres compétences. Donc ça peut repasser par le médecin du travail qui va être vigilant sur ces points-là, ou alors de façon, voilà, on peut s'articuler assez facilement avec les collègues. Oui. Merci. Marina Séché, est-ce qu'il existe d'autres outils accessibles peut-être aux entreprises de taille plus modeste? Je pense notamment à toutes les TPE, parce que pour les moins de salariés, il y a encore des idées reçues sur le fait qu'il y a moins d'actions à mener sur le sujet. C'est faux, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui peut être fait vis-à-vis des TPE notamment? Oui, alors tout à fait. Il y a une collection qui existe qui s'appelle OIRA. Elle est accessible sur le site de l'INRS. Donc c'est une collection qui a été produite par l'assurance maladie risque professionnel, mais aussi également avec les branches professionnelles, puisqu'en fait c'est une collection qui se décline par métier. Donc il y a 37 aujourd'hui secteurs d'activité ou métiers qui sont présents. Donc, vous avez l'accueil aux jeunes enfants par exemple, si on parle un peu du secteur qui est le vôtre. Mais également, on a un OIRA générique, ce qui fait que pour les petites entreprises, vous pouvez vous appuyer sur ce document-là. C'est gratuit, c'est en ligne. Et puis je crois qu'il y a des outils très très spécifiques, notamment pour le risque chimique par exemple. Oui, effectivement, le risque chimique, on en a un petit peu parlé. On a un outil sur l'INRS, sur le site de l'INRS toujours, qui s'appelle CRICH, qui est un outil d'évaluation du risque chimique qui est en plusieurs niveaux d'accessibilité en fonction de votre taille d'entreprise et puis des compétences que vous avez dans l'entreprise effectivement sur le risque chimique. Et cet outil, pareil, vous permet de faire une évaluation et de réaliser un plan d'action. Merci pour tous ces éclairages sur le document unique et puis là, en l'occurrence, sur les plans d'action. Marina, on avait évoqué tout à l'heure quatre évolutions. Je crois qu'il en restait une 5e à dérouler. Tout à fait, mais ça concerne effectivement les mises à jour du document unique, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un document vivant. Les mises à jour. Alors en fait, la mise à jour est obligatoire normalement de façon annuelle pour toutes les entreprises. La loi du 2 août introduit, on va dire, une souplesse pour les entreprises de moins de 11 salariés. Donc ces entreprises-là sont dispensées de cette mise à jour annuelle. En revanche, et là je m'adresse à toutes les entreprises dans 2 situations particulières doivent remettre à jour leur document unique. C'est dans la situation où il y a un événement qui est porté à la connaissance de l'employeur et qui concerne l'évaluation du risque. Dans ce cas-là, on doit ajouter cet élément-là au document unique. Et puis quand on a un projet qui modifie les conditions de travail, on parlait de changement tout à l'heure, il y a des changements dans l'entreprise et quand un projet va impacter la santé et sécurité des salariés, on va remettre à jour le document unique. Actualisation du document unique. Et là, je me retourne vers Olivier Brasseur-Legris. Quand on est dirigeant, comment on fait pour mettre à jour ce document unique et surtout pour rester en permanence dans l'actualité à jour? Oui, surtout que qui dit mise à jour dit forcément de comparer les visions. Les visions entre celui qui a vécu le risque ou qui peut le vivre, la vision de celui qui l'assume, à savoir le dirigeant, et celui qui emporte souvent les difficultés, à savoir le manager. Et le fait de confronter les visions dans une démarche itérative vous permet de le faire vivre. C'est plus un temps donné, une périodicité donnée où on se fait la contrainte du devoir. C'est quand je développe une activité, quand je pense une action nouvelle ou quand je développe un produit, je me positionne en termes d'évaluation des risques. Et là, ça me permet aussi, il y a un élément extrêmement important économique qui permet d'évaluer aussi les coûts. Parce que l'évaluation des coûts, ce n'est pas le prix que ça vous coûte, c'est potentiellement ce que ça peut vous coûter après, pendant 40 ans, et aussi ce que ça peut vous rapporter. Parce qu'évidemment, si vous innovez sur une action très très concrète, et si vous l'intégrez grâce à une évaluation des risques précise, vous avez des économies à la clé. Gage de performance éventuellement? Levier d'innovation et gage de performance collaborative. Parce que derrière ça, c'est pas qu'une question de bien-être pour faire du happiness du management. C'est une question de bien-être pour diminuer les risques du travail, les risques d'arrêt, et comme je dis toujours, le transfert de savoir. Il y a un élément qui a été évoqué par Nora tout à l'heure, ce transfert de savoir et ce lien social. On a beaucoup d'entreprises, la nôtre y compris, qui ont perdu des savoir-faire parce que les personnes sont parties à la retraite, parce que les personnes sont parties de l'entreprise. Cette perte de savoir, c'est ce qui explique beaucoup de baisse de performance des entreprises. On est une groupe qui a 60 ans aujourd'hui. Si vous voulez maintenir 60 ans plus tard, si on veut penser les 60 ans à venir, on a intérêt à utiliser les 15 ou 20 dernières années pour ne pas reproduire les erreurs. Si vous n'avez pas de formalisation, et si cette formalisation n'est pas écrite par ceux qui font, vous avez forcément ce risque énorme qui est la perte de savoir.
Merci Olivier Brasseur-Legris. Quels sont les apports de cette démarche? Eh bien, je vous propose d'aller à nouveau du côté des Francas du Doubs pour l'illustrer en images avec un sujet autour de la restauration. Regardez. Bonjour à tous, Stéphanie Rodriguez, secrétaire du CSE des Francas du Doubs. Donc nous, par rapport à nos visites, ce qui nous a semblé hyper intéressant, c'est déjà le premier contact qu'on a pu avoir donc avec les équipes de salariés pour avoir leur ressenti, savoir comment ils se sentaient dans leur structure, quels étaient pour eux les problèmes rencontrés, ne serait-ce par exemple une petite marche qui pose souci, où on risque la chute, comment on peut l'identifier, ne serait-ce que l'aménagement aussi. C'est hyper important donc par rapport à l'acoustique, par rapport à la qualité de travail. Donc ces visites nous ont semblé très intéressantes, étant donné qu'en plus on est des gens de terrain, on sait ce que le public attend. L'avis des personnes qui travaillent tous les jours. On attend justement du document unique du personnel, c'est qu'on puisse avoir par rapport au constat, par rapport à ce qui est relevé, c'est qu'on ait une réelle qualité de travail autour de ce document, que ce soit pas juste un document statistique, que justement il puisse nous servir d'outil pour apporter le matériel nécessaire, les formations nécessaires. Voilà pour ces images des Francas du Doubs. Qu'est-ce qu'on retient de cette troisième partie? Eh bien écoutez, qu'un plan d'action fait toujours suite à l'évaluation. On a évoqué les aides possibles, notamment la ST25. On a évoqué les outils pour l'évaluation et le plan d'action. Et puis, important également, la mise à jour du DUERP avec une cinquième évolution évoquée avec Marina. Reste à remercier Étienne Bichon. Merci pour votre intervention, la présentation de ces outils. Et puis, vous allez laisser la place à Ludovic Laine, qui est directeur de l'AST 25. Je vous laisse regarder la fin de l'émission en coulisses, Étienne. Ludovic, je vous laisse vous installer. Peut-être un petit mot sur ce que vous avez pensé déjà de tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent. Écoutez Vincent, bonjour. On retiendra après tous ces échanges en fait que c'est un travail en tout cas collaboratif et que bien évidemment au-delà de cette obligation réglementaire qui pèse sur tous, c'est surtout les échanges et la capacité à être dans le pratico-pratique. Donc c'est ce qu'on a mis en œuvre au sein d'AST25 avec nos équipes depuis un certain nombre d'années. D'être au plus près en tout cas des besoins de nos adhérents, de les compréhensions et de leur amener un langage qui n'est pas toujours en tout cas simple pour ceux qui souhaitent s'engager dans la démarche. Et c'est toujours avec plaisir que certains de nos adhérents, en tout cas ceux qui sont celui qui est présent aujourd'hui, s'est investi dans cette démarche parce qu'on peut voir qu'on est aussi inclusif en tout cas pour intégrer les éléments et les besoins de nos adhérents. Et je pense qu'effectivement la prévention des salariés et la prévention des entreprises est un sujet qui nous concerne tous, puisqu'une entreprise en santé, salarié en santé, c'est une entreprise qui ira bien et qui en tout cas pourra performer. Merci Ludovic Laine. Eh bien justement, on va évoquer les apports de la démarche et puis évoquer les résultats à travers une quatrième et dernière partie. Et on va revenir avec vous, Olivier Brasseur-Legris, votre retour d'expérience peut-être par rapport à tout ce qu'on vient de voir et au-delà de ça, quel message auriez-vous à adresser aux chefs d'entreprise qui nous regardent aujourd'hui? J'ai vécu, comme beaucoup, des documents uniques qui servaient à caler les armoires, clairement, et qui étaient dans une démarche très bureaucratique, très ad hoc. Ce qu'on a expérimenté, c'est de faire simple, tout simplement. On sort alors, le DUERP, déjà c'est un acronyme, donc on sort de cette vision-là, on reprend ce que disait évidemment avec pertinence le ST25, on a la collaboration pluridisciplinaire des services de santé au travail et des appuis que nous avons avec les documents de l'ORIA. En effet, c'est des documents qui sont des bonnes bases, qui évitent de partir d'une feuille blanche. Donc on fait simple, on sort du feuille blanche, et puis en écoutant, on s'interroge sur les questionnements tout simplement des salariés et de l'humain qui compose nos équipes, et on a une matière, un matériau extrêmement précieux
une richesse qu'on peut être en mesure d'analyser. Donc c'est la richesse humaine de nos organisations qui permet finalement de répondre aux obligations réglementaires et pas l'inverse. Même question pour vous, Nora Issad. Quel est le message que vous auriez adressé à vos homologues représentants du personnel qui nous suivent? Alors, pour le message que j'enverrai aux représentants du personnel, lancez-vous, n'ayez pas peur, puisqu'il y a un accompagnement. Ce n'est pas compliqué. Il y a toute une démarche à suivre. Il faut simplement se l'approprier. Et c'est nos métiers. Et le lien social fait que on y va. Et le message que je donnerai aux dirigeants, c'est n'oubliez pas d'associer les délégués du personnel, qui sont une source de propositions et qui peuvent amener quelque chose de bien meilleur. 14h12, merci de nous suivre. On va passer à la conclusion de ce rendez-vous. Questions-réponses également. Je vous redonne le numéro de téléphone 06 117 217 63. Vous avez déjà commencé à nous envoyer par SMS vos questions. Et puis évidemment, dans le chat sur YouTube. Séance de conclusion, questions-réponses. C'est parti. Et je vais revenir vers le docteur Manteau. Christine Manteau, vous avez suivi ce rendez-vous à distance. Qu'est-ce que vous souhaitez retenir d'important dans ce qui a été dit aujourd'hui? Alors, un des attendus importants donc, de la loi du 2 août 2021, c'est le développement de la prévention primaire en entreprise. Donc, que les entreprises s'engagent dans une véritable politique de prévention. Et ceci passe par une bonne évaluation des risques professionnels et puis la mise en place donc, des actions de prévention ciblées, adaptées pour diminuer justement ces risques professionnels. Et si on est en prévention primaire, donc les salariés donc, présentent moins d'atteintes à la santé, sont moins désadaptés à leur poste de travail et en entreprise, il y aura moins de dysfonctionnements à gérer par les managers et surtout les managers de proximité. Donc en fait, tout le monde s'y retrouve. Merci docteur Manteau. Je me tourne vers vous, Ludovic Laine, pour faire la synthèse de ce qui a été dit aujourd'hui. Alors la synthèse, écoutez, on aura tous compris que la ST25 intervient et peut aider, en tout cas accompagne ces 6000 adhérents. On est dans le pratico-pratique. Ça fait bien longtemps qu'on a essayé de mettre en place des choses qui puissent être compréhensibles et en tout cas accessibles par tous. Et en tout cas, on met en place des outils et on essaye de comprendre les besoins de nos adhérents. Quand tous ceux qui ont su nous faire confiance et ont vu autre chose que la médecine du travail d'il y a quelques décennies, ont pu travailler avec nos équipes. Et en tout cas, ils sont aujourd'hui tous satisfaits et nous font confiance. Et c'est juste ce qu'on demande souvent, c'est de nous faire confiance et on est là pour accompagner nos adhérents. Merci Ludovic Laine. Merci à Olivier Brasseur-Legris, merci à Nora Issad d'avoir partagé votre expérience pour les Francas du Doubs, qu'on salue évidemment, toutes vos équipes. Merci aux deux partenaires de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Je pense au docteur Christine Manteau qu'on a eu à l'instant, médecin inspecteur régional à Dritz, pour son éclairage sur la loi et l'émission des SPST notamment. Je rappelle l'adresse bourgogne-franche-comté.dritz.gouv.fr et puis merci Ludovic Laine, évidemment Étienne Bichon et au docteur Verly Ducret du service de prévention et santé au travail, l'AST 25 en l'occurrence. On salue tous les homologues des AST évidemment pour votre participation à cette table ronde et notamment pour la présentation et l'accompagnement des outils à destination des entreprises. Même chose, il n'y a pas de raison, je redonne l'adresse de l'AST 25, ast25-santé-travail.fr. On va lancer cette séquence, vous êtes prêts à accueillir les questions de celles de ceux qui nous suivent. Vous avez répondu présent aujourd'hui. Merci déjà d'avoir merci pour l'intérêt que vous portez à ce qui a été dit aujourd'hui. Beaucoup de questions. On commence avec la première. Existe-t-il un lien statistique entre la mise en place d'un document unique et la diminution de la sinistralité d'une entreprise? À qui on pose la question? À dire que Marina Séché, c'est du domaine en tout cas dans les chiffres. Statistiquement, nous n'avons pas fait ce lien-là entre il existe un document unique dans l'entreprise et on a une baisse de sinistralité. Par contre, ce qu'on sait, nous, avec notre expérience de plus de 70 ans en termes de démarche de prévention, c'est que
non seulement la démarche aboutit à un document unique, mais ce qui est important, c'est la démarche. Et j'espère qu'on a aussi prouvé ça, c'est que la qualité de la démarche avec les salariés, avec les instances représentatives, permet de poser sur la table un certain nombre de thématiques santé-sécurité et du coup de répondre à cela. Merci Marina. Deuxième question, où est-ce qu'on peut se procurer la map des 7 familles de risques? Est-ce que ce document est consultable librement? Peut-être pas, hein. Alors, le plus simple, alors, le consulter librement, j'aurais tendance à dire, comme vient de le dire Madame Séché, c'est l'important, c'est la démarche. Donc le document, effectivement, il peut être transmis. Donc déjà, la meilleure des façons, c'est que si vous avez un besoin ou le sentiment de vouloir être accompagné, c'est de prendre contact avec votre médecin du travail ou directement avec le service de santé au travail. Alors, pour le Doubs, c'est ST25, hein, à travers la France, il y en a de multiples. Oui, ce document, il peut être transmis sur la demande, mais comme tout document, c'est l'accompagnement et les explications qui vont aller avec, qui feront vivre ce document. Voilà, c'est le plus important. Les missions des SPST et de la direction risque professionnel de la CARSAT BFC ne se juxtaposent-elles pas? Il n'y a pas de tuilage entre les deux missions. On est des cousins. On travaille ensemble. On a des cousins. Je pose des questions peut-être qu'elles viennent. Hein. Oui. Il n'y a pas de censure. On n'a techniquement pas les mêmes missions. Alors, les services de santé au travail sont des organisations, des associations de droit privé financées à 100% par les employeurs. Donc, on n'est pas de fonction publique. On a des champs d'intervention sur lesquels on est, on va dire, complémentaires. Olivier, vous souhaitez réagir? Oui, parce que là on a le point de vue, pour le coup, pour nous, d'adhérents et aussi non pas de victimes, je vous rassure, mais en tout cas de bénéficiaires ou d'usagers globalement des différents services. Et les approches, concrètement, quand vous passez un coup de fil, le premier coup de fil que vous passez, c'est évidemment, normalement pour nous, c'est à la ST25. Dans une démarche privative, que quand on a un souci, il faut vraiment le rappeler, c'est-à-dire que le principe, c'est évidemment d'identifier les soucis. Et on sait que pendant la période sanitaire qu'on a vécue, les deux étaient extrêmement complémentaires. Donc là, ça va chasse gardée à toutes les idées reçues. On a vu que quand on était en période de grosse crise sanitaire, les deux sont vraiment complémentaires. Donc non, il n'y a pas de dualité. En revanche, c'est la façon dont vous, employeur, vous allez concevoir l'intérêt que vous portez à la collaboration avec les deux services. Ce n'est pas une responsabilité qu'on peut leur porter à chaque fois. C'est aussi ceux qui subissent, en tout cas, ou plutôt qui portent le service, à vous de voir comment vous voulez le vivre. Nous, on le vit en coopération et en collaboration. Vous pouvez le subir. Mais ça, c'est à vous de voir. 14h bientôt 20, encore allez, une dizaine de minutes pour prendre vos questions. Je vous rappelle 06 117 217 63 pour vos questions SMS, le YouTube Live, le chat pour poser vos questions. Le SPST doit visiblement participer à l'élaboration du DUERP. Cette participation est-elle obligatoire? Cela remplace-t-il l'obligation des SPST d'établir la fiche entreprise? Alors non, la fiche d'entreprise est toujours d'actualité et participer à l'élaboration. Alors la loi le met en place, mais ça fait bien des années qu'on l'a mis en place, notamment au travers des ateliers d'aide au DU, d'accompagnement DU qu'on met en place au sein du service. On invite tous nos adhérents à venir, en tout cas même les petites structures. Vous arrivez, tout est prévu, vous repartez avec une clé, on vous a accompagné. On essaye même d'ailleurs, puisque c'est pas antinomique, c'est même complémentaire. On associe souvent, dès qu'on le peut, le fait de réaliser la fiche d'entreprise avec l'accompagnement à l'élaboration du DU. Il y a une efficience de temps, il y a une efficacité, et voilà. Mais c'est deux documents réglementaires différents. Un qui incombe et qui est le DU, qui est sous la responsabilité de l'employeur, deux, la fiche d'entreprise qui est sous la responsabilité du service. Question peut-être à destination du docteur Manteau, si vous êtes toujours en duplex avec nous, docteur. Comment un ancien salarié peut-il récupérer le DUERP sans forcément passer par l'employeur, par exemple pour un départ de l'entreprise suite à du harcèlement? Le DUERP est sous la responsabilité de l'employeur, donc en fait, il faut qu'il passe par l'employeur pour DUERP. Et en plus, bon, sur les problématiques de harcèlement moral, hein, donc c'est quand même des problématiques qui peuvent être assez complexes et un peu tendues, hein, mais le salarié doit passer par l'employeur pour obtenir ce DUERP.
On n'a pas parlé de cotation des risques, mais c'est un sujet qui est évoqué sur le chat. Comment calculer cette cotation par rapport au retour d'expérience, point d'interrogation, aux accidents de travail précédents dans l'entreprise? Là-dessus, Ludovic Lehn. Ah non, mais il y a des méthodes de cotation. C'est pas par rapport à l'historique. L'historique fera... Enfin, l'historique est passé. La cotation se fait par rapport à une prévention du risque et la gravité qu'elle peut être. Donc c'est une association, c'est des méthodes qui ont été en tout cas inventées. Le passé, c'est surtout qui va éclairer le plan d'action qu'il y a à mettre en œuvre. C'est-à-dire, voilà, c'est peut-être des accidents, des choses comme ça. Et là encore, le taux de gravité des accidents est différent de la cotation des risques professionnels. Voilà, donc c'est des méthodes qui sont mises en place et qui sont utilisées par rapport aux moyens de prévention généraux et en descend en particulier, et par rapport à l'exposition du risque du salarié à sa fréquence dans la journée. Vous n'aurez pas la même si vous allez une fois dans un atelier de galvanisation ou vous y passez 8 heures par jour. Voilà. Marina Séché, est-ce que des contrats de prévention peuvent être signés avec la CARSAT pour aller dans une démarche de diminution des risques, et notamment ceux identifiés dans le document unique? Alors, les contrats de prévention font partie des aides financières qui sont attribuées aux entreprises sous un certain nombre de conditions, d'effectifs, etc. Effectivement, vous pouvez solliciter la CARSAT pour obtenir un contrat de prévention. Il va y avoir à se référer à une CNO, une Convention nationale d'objectifs, qui est signée entre la CNAM et les branches professionnelles de votre secteur d'activité. Et à l'intérieur de cette CNO, vous allez trouver des axes prioritaires d'action qui vont être par exemple les TMS, le risque chimique, ça dépend du métier, de l'activité. Et donc en fonction de ça, vous allez forcément retomber sur les risques que vous avez évalués dans votre document unique. Ça doit être très lié, oui, je pense. Question SMS, comment profiter des actions collectives de prévention proposées par votre service? Ludovic Lehn. Bon, la première, le premier guichet unique, si on devait en parler, c'est votre médecin du travail. La loi de août 2021 a créé, avec un dernier décret récent, sur ce qu'on appelle l'offre socle de services, c'est-à-dire qu'à minima, tous les services de France auront une offre, en tout cas pas commune dans la façon de l'aborder, mais en tout cas à minima. Ce sera affiché sur les sites, mais là vous appelez sans aucun souci le service, votre médecin du travail, notre pôle prévention, le standard, sans aucun souci, vous serez aiguillé et on pourra vous répondre effectivement sur l'accompagnement. Toujours en lien avec le médecin du travail qui connaît votre entreprise. Question pour le docteur Manteau en duplex. Docteur Manteau, les DREEDS ont-elles accès aux documents uniques des entreprises? Oui, en effet, l'inspecteur du travail, lorsqu'il se rend en entreprise, peut avoir accès DURP, un document d'évaluation des risques professionnels. Mais bon, il faut savoir qu'avec la réforme de l'État, l'OTE, donc les inspecteurs du travail ne font plus partie des DREEDS, mais des DETS. Donc, ce sont les structures départementales. Voilà, mais nous sommes encore... mais l'inspection du travail ne fait plus partie des DREEDS. Merci, docteur Manteau. Marina Séché, je me retourne vers vous. Est-ce que la CARSAT peut fournir un modèle de DURP selon les dernières directives? Alors la CARSAT ne fournit pas de modèle en tant que tel, pas plus que d'ailleurs les services de santé. On fournit des outils qui peuvent vous aider. Et j'espère qu'on vous a convaincu aujourd'hui que le meilleur outil, c'est celui qui est adapté à l'entreprise. Et donc, voilà, vous avez les OIRA, vous avez des outils libres, en ligne, accessibles, des outils qui sont fournis par vos services de santé pour vous aider dans cette élaboration-là. Je me permets même de rappeler que cet accompagnement à l'aide ODU dans nos ateliers fait partie intégrante de la cotisation qui est payée au service de santé au travail. Il n'y aura pas de facturation complémentaire. Les DURP devront être déposés sur une plateforme nationale à l'été 2023, c'est ça? Oui. Quand seront connues les modalités du dépôt? Si je peux me permettre, quand les organisations patronales représentatives au niveau national se seront mis d'accord sur l'outil, la plateforme et le réceptacle, parce que la loi leur a mis pour mission de créer cet outil d'archivage. D'où Olivier Brasseur-Legris, pas représentant des chefs d'entreprise, mais en revanche, votre témoignage peut être effectivement très, très intéressant dans les arguments que vous nous avez déroulés aujourd'hui. Un petit mot peut-être pour
Pour conclure, Olivier Brasseur-Legris, Nora Issad. J'espère, juste pour convaincre quand même l'approche, en effet, c'est pas qu'une question de cotation technique, c'est vraiment une question de démarche. Au niveau des employeurs de l'économie sociale et solidaire, il y a des guides qui ont été faits aussi pour convaincre les dirigeants de l'intérêt de travailler sur le document unique et la qualité de vie au travail. Donc si vous peinez à avoir des arguments pour convaincre les dirigeants, sachez que sur l'UDES, il y a un travail qui a été fait pour convaincre les dirigeants. C'est possible de l'imaginer différemment. Vecteur d'innovation, vraiment, c'est la base. Et diminution des coûts. Si on veut parler chiffres et puis parler technique, c'est quand même, faut vraiment l'imaginer parce qu'à moyen terme, il y a des gains derrière et qui sont des gains de changement. Merci Olivier, je rappelle que vous êtes donc dirigeant des Francas du Doubs. On va essayer de rendre l'antenne, hein, comme on dit à l'heure, 14h30, il nous reste 2 minutes. Je donne la dernière question au docteur Manteau pour la DRETS. Structure associative comprenant 2 personnes logées dans un bureau au sein d'un centre hospitalier, le DUERP est-il obligatoire pour une structure associative comprenant 2 personnes? Oui, on peut répondre. Oui. Je pense que oui. Oui. C'est ça, avec la réforme. C'est confirmé en plateau. Je voulais un grand oui. Ludovic Lehn? Oui. Oui. À partir du moment où vous avez une structure, que vous employez des salariés et qu'à minimum il peut y avoir une exposition au risque, vous devez établir votre document d'évaluation des risques. Si les archives ne sont pas conservées, quels seront les risques? L'obligation est nouvelle. Oui, on attend de voir un petit peu les... L'obligation est nouvelle d'archivage de 40 ans, l'obligation de le mettre à disposition, le laisser à disposition de l'inspecteur du travail n'est pas nouvelle et existait déjà. Les risques est d'être dans l'incapacité de faire la démonstration qu'on a fait l'évaluation des risques professionnels et donc on a mis en œuvre une démarche de prévention des risques physiques et mentaux de ces salariés. Merci pour ces réponses à toutes les questions que vous nous avez posées. Merci de l'intérêt que vous avez porté à ce format. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet échange? Eh bien, peut-être qu'avec la loi du 2 août 2021, les missions des services de prévention et de santé au travail évoluent, se renforcent pour mieux accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention. Loi qui, on le rappelle, fait également évoluer les dispositions concernant le document unique. Deuxième point, l'évaluation des risques professionnels qui s'avère être une réelle opportunité de dialogue social en collaborant avec les salariés et les représentants du personnel. On l'a vu avec vous, Olivier, on l'a vu avec vous, Nora, démarche gagnante pour améliorer la santé et la sécurité des salariés dans leur ensemble. Je voudrais remercier avant de vous quitter Marina Séché de la CARSAT BFC pour sa confiance. Merci Marina, dans l'organisation également, hein, parce qu'il y a ce plateau, mais il y a aussi en amont la préparation de ce format. Anaïs et Sandra qui sont en coulisses et qui ont également œuvré à la préparation du format. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes les informations et le replay effectivement de cette émission sur le site carsat-bfc.fr rubrique entreprise, carsat-bfc.fr rubrique entreprise. La question du jour était: le DUERP est-il un outil de management collaboratif? Je pense qu'on a répondu à la question pour le coup. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Merci. Merci Vincent. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci, bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.